Et Charles Anthony avec nous ce soir, dans le cadre de ce magazine Énergie Positive. La Corse. Une île de beauté, certes, mais en même temps de mystère. Tu avais C'est toujours le... consacré, dans le cadre du magazine L'Original, tout un numéro spécial concernant la Corse et surtout au Mazzaru, Mazzeri. Mazzeri. Parce que on dit Mazzeri et Mazzeru pour Singulier, oui. au singulier, d'accord. Donc, qu'est-ce que c'est que les Mazzeri? Bon, la Corse est une île, déjà. Et il y a toujours une espèce d'individualité dans les îles. Hein. C'est particulier, toujours, les îles. Hein. Ils sont entourés de flottes et ils vivent un peu en autarcie, comme ça. Et donc, voilà. Mais c'est quand même, la Corse est quand même une montagne dans l'eau. C'est pas du tout, ça ne ressemble pas du tout à la Sardaigne, par exemple, qui est très plate. Alors déjà, il faut comprendre que les Corses sont des gens des montagnes, ils n'ont pas de la mer. Ils ont repoussé, évidemment, au travers de l'histoire, des envahisseurs, peu importe, les Chinois, toutes sortes, mais eux ont toujours vécu à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même c'est la commémoration de la libération de la Corse. Tu sais que la Corse a été libérée, c'est le premier département français qui a été libéré à la guerre de 40. Il y a eu un débarquement et avec le sous-marin Casablanca. Et donc Mitterrand, enfin pas Mitterrand, pardon, Hollande était aujourd'hui en Corse. Et il était dans un fameux endroit, dans un village qui est en hauteur, qui s'appelle Lévis, qui a été le haut lieu de la résistance. Ça, il faut bien comprendre. Et donc les résistants ont toujours été au centre de l'île, c'est-à-dire dans les forêts, voilà, où je suis moi d'ailleurs aussi. Et donc, nous ne sommes pas des gens de la mer, ni voilà, de la plaine, si tu veux. Et donc, tout ce qui est, on appelle ça des signadors, et les signadors, ce sont ceux qui signent. Par exemple, si tu as mal à la tête, ils vont faire une prière, ils signent ce qu'on appelle là-bas l'occhio. Donc, ça veut dire l'œil. Tu as le mauvais œil. Et donc, tu vas voir une signador qui fait une certaine cérémonie avec de l'huile, Un etc. rite et de l'eau, ouais. Oui, Alors, je donne bien l'info sûr. pour les auditeurs, tu me corriges si je me trompe. Mhm. Il s'agit de prendre une assiette peut-être avec de l'eau dessus, de verser quelques gouttes d'huile, et normalement, l'huile n'est pas censée, au contact de l'eau, de se disperser, de se fragmenter. C'est Et ça, si c'est le cas, donc c'est qu'on aurait le mauvais œil. exactement. Voilà. Donc, moi, je connaissais ça depuis que je suis enfant, puisque ma mère le pratiquait. Enfin, bon, en général, c'est classique. Hein, bon, ça, c'est les signadors. Par contre, tu as d'autres personnages, alors, qui sont effectivement les mazzeri. Les mazzeri, en plus ou moins, ça vient de l'italien, évidemment, ça veut dire frapper. Ce sont des frappeurs, ce sont des gens qui tuent, en fait, en réalité. Donc, ce sont des chasseurs, et ils chassent la nuit. C'est-à-dire qu'ils sont chez eux, tout ça, mais ils sortent de leur corps, etc. Et puis, ils se baladent à travers la nature, et ils rencontrent des animaux, que ce soit des cochons, n'importe quoi, dont la tête prend le visage, la forme du visage d'un homme du village ou d'une femme, ou etc. Et à ce moment-là, ils l'abattent. Vraiment, ils le fracassent le crâne et il meurt. Et à ce moment-là, effectivement, quelques jours plus tard, quelqu'un dans le village meurt. Alors, ils ont toujours été un peu pas trop aimés parce qu'ils sont toujours passés pour des tueurs. Donc, ils se sont un peu, disons, cachés, on va dire. Ils sont pas toujours. Même maintenant, c'est très difficile d'en rencontrer un qui te dit, voilà, je suis un Mazéo. Non, c'est très difficile. Mais c'est des gens en même temps extraordinaires parce que c'était, en fait, comme ils disent eux, ce sont juste des passeurs, c'est-à-dire ils font passer les gens de vie à trépas parce que c'est la loi, parce que ça leur est commandé, c'est pas eux qui décident d'aller chasser et de tuer un sanglier ou je ne sais pas. Donc ce sont des passeurs, si tu veux, des psychopompes, on appelle. Et- mais alors ces chasseurs, ils ont évidemment, ils sont capables de tuer, mais comme cette femme que j'avais rencontrée, qui jamais ne voulait me dire qu'elle était une mazée. Et d'ailleurs, elle me disait toujours, est-ce que vous y croyez à ces choses-là, tu vois? Bon. Donc, il joue vraiment. Et plusieurs que j'ai rencontrés, c'était pareil.
Mais quand même, le jour où je lui ai dit, mais vous serez capable de faire ceci et cela, elle m'a dit, oui, je serai capable, mais je ne le fais pas. Ma morale me l'interdit. Mais elle était capable, d'après ce qu'elle me disait, de tuer n'importe qui ou je ne sais pas quoi, mais elle ne le faisait pas. Alors justement, pour reprendre les propos exacts, au cours de la soirée, abordant d'autres sujets, je lui demandais: pouvez-vous jeter des sorts? Elle répond: je le pourrais, mais je ne le fais jamais. Ce n'est Voilà, pas dans mes idées, dans ma ligne de conduite. tout à fait. Autre question: pouvez-vous agir sur quelqu'un de façon bénéfique? Cela est possible, dit-elle. Ça m'est déjà arrivé. Mais, en général, je ne peux le décider car cela se fait, Ouais, c'est ça. naturellement. Je lui posais aussi la question de savoir si, par exemple, elle pouvait se rendre chez moi, dans mon bureau, et voir les objets qui m'entourent. Cela peut certainement m'arriver, me répondit-elle, mais toujours sans le décider volontairement. Après plusieurs heures passées ensemble à échanger sur ces divers sujets, je me sentais épuisé. Nunzia, c'était son prénom, par contre, semblait de plus en plus alerte. Ayant encore un bon bout de chemin à parcourir, je lui fis part de mon intention de m'en retourner. Je reviendrai vous voir un autre soir. D'accord, venez vers minuit, c'est le meilleur moment. Ainsi on ne sera pas dérangé, on aura toute la nuit pour bavarder. Euh, Voilà, c'est ça. Intéressant dans le sens où c'est pas elle qui décide. On en revient à la notion Non de seulement c'est destinée. pas elle qui décide, mais comme elle dit là, venez me voir à minuit, c'est-à-dire qu'elle ne dormait pas de la nuit. Il y avait toujours la lumière allumée chez elle. Et voilà, et ce sont des gens qui ne dormaient pas. Donc plus la nuit avançait, curieusement, et plus elle rajeunissait. Et moi, plus la nuit avançait, plus j'étais fatigué. Et c'était étrange, parce qu'elle était une vieille dame quand je la rencontrais au départ. Et puis on aurait dit une jeune fille, quoi, à la fin, tu vois. Hein, c'était assez impressionnant, hein. Et elle avait surtout des yeux qui étaient assez étonnants, mais des yeux d'une profondeur, et quand je la regardais, j'avais l'impression vraiment que je rentrais en elle, et que je plongeais dans son regard, et que je pouvais même m'y perdre, si tu veux. Non, ça c'est tout à fait réel. J'ai beaucoup aimé cette femme aussi. Donc, oui, c'est ça, elle dit, c'est pas moi qui décide, de la même manière que quand elle va peut-être la nuit abattre un sanglier, c'est pas elle qui décide, et que le sanglier a un visage humain. C'est une psychopompe, elle est là pour faire le passage, si tu veux, de la vie à la mort. Donc en fait, il décide jamais rien d'une certaine manière. Oui, Mais ne la sont que des tradition outils. Mazère est très importante parce qu'elle a peut-être joué dans les révolutions corses, si tu veux, contre bon, les envahisseurs, etc. C'est possible qu'elle ait joué, hein, puisqu'on le croit. Mais bon, on ne sait pas. Encore aujourd'hui, tu as l'occasion d'en connaître? Oui, j'en connais, mais là, je ne suis pas allé les voir particulièrement, quoi. Mais moi, j'ai passé des Noëls, si tu veux, il faut le savoir. Tous les Noëls, j'allais en Corse et j'allais dans différentes contrées de la Corse et je rencontrais tous, soit des Mazères, effectivement, comme cette dame, puisque je l'ai rencontrée à minuit. Et donc, je rencontrais tous les guérisseurs, les signadors, etc., toujours à minuit, la nuit de Noël. Parce que c'est là où ils t'enseignaient, c'est le seul moment où on t'enseignait les prières pour les guérisons de ci, de là. Elle t'a enseigné, elle aussi d'ailleurs. Oui, elle m'a enseigné, mais j'en ai rencontré d'autres qui m'ont enseigné d'autres prières qu'elle ne faisait pas. Alors, est-ce que tu as eu l'occasion de te servir de Non, ces prières pour... non, ou à moins que tu l'aies pas voulu. j'ai pas voulu. Pourquoi? Mais je les connais, mais pour l'instant, je me dis non, s'il n'y a pas d'urgence à les employer, quoi. Et tu as eu Mais tu, l'occasion de tester? Même pas? même pas. Mais par contre, j'ai vu des gens qui ont testé, mais ils ne sont pas des menteurs. Par exemple, si un enfant est brûlé entièrement, tout ça, et le mec il fait la prière, il n'y a plus rien. Ça, c'est... Je ne l'ai pas vu, mais disons que je crois en ce que me disait cette personne. Et qu'est-ce qui était, d'après toi, essentiel quand Nunzia te faisait part de ces rituels ou de ces prières euh, dans l'état d'être ou la manière d'aborder la prière en question? Est-ce que ça a une importance de l'attention qu'on porte à la prière? C'est-à-dire que cette femme, si tu veux, déjà, ça fait partie de la tradition. Donc c'est une femme simple, c'est une femme simple, elle n'a pas fait d'études. Moi, elle a toujours vécu... Bon, je crois qu'elle était venue à Paris aussi, mais enfin, c'est une femme extrêmement simple. Donc ils sont dans leur simplicité. Et dans leur simplicité, c'est vrai, c'est pur, tu vois, il y a quelque chose de pur. Elle, je sentais la pureté totale.
tu vois. Et c'est comme ça, c'est ça qui se dégageait. Mais pas les propos, des choses comme ça. J'ai même parfois filmé, et tu verrais que dans les images, c'est extraordinaire, quoi. Cette femme, tout à coup, ne dit rien, juste le regard, qui regarde la caméra, mais c'est incroyable, incroyable. Est-ce que on pourrait leur donner le qualificatif de sainte? Enfin là, pour le coup, tu me parles de Nunzia, mais... C'est difficile. Parce que... Moi, je n'ai pas la notion de saint au sens de l'Église catholique, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Disons que... on- c'est des Ouais. qualificatifs, on pourrait... et c'est pas le but de les enfermer dans des cases, mais de ces êtres qui sont d'une humilité incroyable, Ouais. qui ont de grands pouvoirs, entre guillemets, mais Possible. dont ils ne se servent pas volontairement. Ils ne sont que Mhm. les outils de quelque chose C'est qui ça. les transcende. Ils le reconnaissent eux-mêmes. Et d'accepter ce destin, avec tout ce que C'est ça ça. implique, du rejet ou du regard des autres, Tout même à au sein de fait. la Corse. Et pourtant, ils font partie du patrimoine de la culture Tout à corse. fait. Donc il y a une sorte de poids Mhm. potentiel, hein, à accepter de vivre ce destin. Oui, je crois que c'est pas facile de savoir qu'à un moment donné, tu es un Mazé, vraiment. Ça doit pas être facile. Ils doivent tout le temps éviter bon, Peut-être que tu as posé la question de savoir comment est-ce qu'on devient Mazzelu, est-ce que on est choisi? Comment est-ce que ça se passe? Comment ça se révèle à soi? en tous les cas, elle, en général, c'est familial. Mais en tous les cas, dans son cas, c'était son père qui lui a transmis. Ouais, son père. Parce qu'il ne devait pas avoir de garçon, donc voilà. Et en même temps, tu fais part dans le livre qu'elle a eu l'occasion de communiquer régulièrement avec des aïeux qui n'étaient plus de ce monde-là, si on peut dire. Ce qu'elle me disait à table, elle me dit, oui, oui, mais ils viennent avec moi, nous faisons la popote, ceci, cela. Mais alors j'ai demandé, effectivement, à un moment donné, est-ce que je les verrai moi? Elle m'a dit, vous pouvez pas les voir, Sans dire pourquoi. sans dire pourquoi. Et t'as pas posé la question pourquoi. Ben non, non, monsieur, dire pourquoi. Parce que je suis un imbécile, j'en sais rien, moi. Mais ça fait partie de leur tradition, je sais pas. Moi, je suis pas un mazé, enfin, Est-ce que durant ces nuits passées avec elle ou avec ouais, d'autres, ouais. tu as eu l'occasion de partager tes expériences, tes rencontres avec ces personnages, ces sages venant de l'Inde? Est-ce qu'il y a des Non, liens ou des passerelles que tu as pu faire non, aucun rapport parce que ils sont pas au courant de tout ça. Ils sont en général assez simples, donc ils sont pas au courant. Je sais même pas si je leur ai dit que j'étais allé en Inde, tu vois. Je dis simplement que je m'intéressais à leur science, basta, tu vois. Non, non, j'ai jamais fait de rapport de ça. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le souffle, la respiration plus exactement? Le souffle, c'est l'esprit, mon ami. Et l'esprit souffle où il veut. C'est toujours la même histoire. Bien. Mais effectivement, le souffle, c'est ce qui nous donne la vie. Donc, si moi, même quelqu'un qui me dit qu'il est extrêmement intelligent, si je lui bouche le nez en très peu de temps, c'est fini. Donc, on voit bien qu'il est relié, si tu veux, à une force qui est extérieure. L'air, il y en a partout. Le jour où il n'y a plus d'air, ben, terminé. Donc, c'est la vie même. Le souffle, c'est la vie même. Pas vivre sans souffle. On parle du souffle là pour le coup, et je vais reprendre tes propos. L'approfondissement de la respiration conduit à une normalisation du terrain. Plus la respiration s'effectue en profondeur, plus il nous est possible d'appréhender directement la vie dans son mouvement de transformation, entre guillemets, ce qui nous amène à une prise de conscience de notre appartenance à la grande vie. Oui. Alors, effectivement, c'est d'une évidence, et c'est peut-être parce que c'est d'une évidence que ça paraît Enfin, anodin. oui, mais on l'oublie toute la journée, Voilà, quand même. Il faut et être c'est très ça. clair. Et en même temps, d'avoir conscience de cette respiration, tu nous dis, peut nous amener à cette prise de conscience de faire partie de la vie, d'en être intrinsèquement lié, d'une manière transcendantale. Oui, parce que même si tu pratiques des mantras ou tu pratiques des zikrs, c'est toujours conjoint, enfin relié avec la respiration. Tu vois, un mantra, même si tu dis, voilà, Soham, Soham, alors tu dis So en inspirant, Ham en expirant, tu vois,
C'est toujours lié. Mais dans le zik, c'est pareil, c'est lié. C'est lié, c'est-à-dire tu dis le mot, mais en même temps, il y a la respiration très particulière qui se fait aussi. Et là, dans ce que m'a enseigné Hassan Chouchou, c'était une respiration très difficile et particulière, et qui était, disons, assemblée avec le mantra, quoi, le zikr. Non, le souffle, c'est la vie absolue. En même temps, cette notion de respiration, inspire, expire, on en vient vite fait à faire des passerelles, des ponts entre intérieur et extérieur. Et cette notion de la vie dans cette dualité, entre guillemets, apparente ou complémentarité, on revient au yin et au yang, tellement évidente qu'elle est là sous notre nez, c'est grâce à elle qu'on est Oui, c'est dans pour ce ça corps et que pourtant on en est coupé. on est coupé alors qu'on est toujours relié, n'est-ce pas si on n'est plus relié par l'air, c'est fini. Mais nous, on oublie très vite, on se prend pour des individus bien séparés. Non, c'est pas possible ça. Qu'on existe par soi-même, oui, mais on est séparé de rien. Le point zéro, tout le malheur vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Ça, c'est Blaise Pascal qui C'est fait cette formidable. citation. Donc, à travers ce point zéro, on aborde la méditation, noyau central, si on peut dire, départ de toute chose, à l'image du souffle. Euh, pour toi, à travers toutes les différentes pratiques que tu as eu l'occasion d'expérimenter et de cette quête qui s'est apparemment arrêtée pour toi, euh, je dis apparemment, hein. Oui, oui. Euh, cette notion de méditation, comment tu définirais la méditation et en quoi cette dernière serait importante? Oui, mais là, il faut comprendre que la méditation dont je parle, si tu veux, n'est pas simplement de s'asseoir comme en zazen, ce qui est très bien, la question n'est pas là. Et puis attendre. Moi, j'ai pratiqué un peu de zazen à l'époque avec des shimaru, j'ai fait vipassana, enfin, etc. Et c'est pas uniquement ça, c'est une méditation intérieure qui peut se passer n'importe où. Il n'y a pas un endroit pour ça, c'est l'endroit, le seul endroit, c'est là où je suis, encore une fois. Et donc, c'est toujours l'idée de moi-même en expression. C'est l'idée de moi-même. Je me sens moi-même en expression. Je me sens. Tu vois ce que je veux dire? Je reprends la phrase exactement pour que tu... Le point zéro, voilà. Tiens, il faut montrer les lunettes, hein. La véritable méditation est un retour à ce centre de soi-même, et non pas dans quelques délires mystiques ou transcendantaux, déjà. Il est question ici d'un moi immanent. C'est pour ça que je ne parle pas de transcendance. Toujours un moi immanent. D'un je me sais, d'un je me sens, d'un moi-même en expression. De cette chose qui fut en moi, de tout temps, avant même que je ne sois, et qui s'exprime à travers moi comme un attribut de son expression. Tel est le véritable sens de la méditation. Voilà. Un peu compliqué. Bon. Pour les auditeurs, développer. Donc pas la nécessité de s'asseoir pour méditer. Il s'agit d'être. On peut aussi être en mouvement, mais c'est toujours cette présence à soi et d'être cette. Je me sais et je me sens. Alors je reviens sur la question que je t'ai posée Oui. à 2 ou 3 reprises. À laquelle je n'ai pas répondu. Je sais pas si tu y as répondu, mais si je reviens, c'est que j'estime que quelque part, on peut en faire le tour parce qu'elle est peut-être tellement importante que elle a sa raison d'être. Dans la quête qui t'a animé et dans le fait d'arrêter de chercher
arrêter de pratiquer yoga, mantra, mudra, etc. Enfin, je t'ai posé la question de savoir quand est-ce que tu as arrêté de chercher. Formellement, je ne sais pas. Difficile. C'est pas Est-ce moi. que, parce que tu as parlé de quelque chose de progressif, est-ce que tu as eu l'occasion de vivre on va dire un basculement? Oui, c'était un peu progressif, mais après, il est arrivé un moment où, voilà, faut arrêter là, quoi. C'est clair. Mm. Mais c'est pas, peut-être pas si vieux que ça, quoi. Mm. C'est-à-dire Je peux pas donner de date exactement, mais c'est pas, ça remonte pas à 30 ou 40 ans, quoi, c'est clair. 5 ans, 10 ans? Putain, Je t'emmerde, hein. on est rationnel ou on ne l'est pas. Non, peut-être un peu plus que ça, oui. Mm. Mais dans le temps, ça n'a pas d'importance. C'est clair. Est-ce que dans cette notion de lâcher prise et je reviens sur cette phrase de Fernando Pessoa, l'esprit le plus élevé ne fait que connaître de plus près le vide et l'incertitude de toute chose. Évidemment. Et le travail, si travail il y a dans ce cheminement, serait d'arriver à rien et d'accepter on ne soit rien. Et C'est la raison pour laquelle je te disais tout à l'heure, que reste-t-il quand il n'y a plus rien? Oui. je te raconte une histoire. Oui. Ça te dérange pas? Non. Euh, Ça se passe à la cour du vizir, pardon. Et cette cour qui est ouverte au public. Et c'est un clochard qui arrive. Ouais, tu la connais? Bah oui, peut-être que je te l'ai raconté aussi. Euh, Et qui à la fin dit, ah bon, ah ben s'il n'y a rien, c'est moi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais je sais pas si c'est toi, mais en tout cas, voilà. Bon, bah, peut-être pour les Non, mais auditeurs, si tu la oui, connais, mais vas-y. non, non, mais toi, vas-y. Ouais, non. Raconte. Si, si. À la fin Non, de les l'émission, on va dire. classiques dans le soufisme. Ouais, 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 non, mais c'est une très très belle histoire. Tout à fait. Euh, Accepter de ne plus être rien. Rien, et quand j'entends rien, Oui, c'est j'entends. ça, alors l'histoire, c'est ça, c'est un clodo qui se présente, je sais pas, au palais, hein, et puis qui rentre dedans. Bon, le majordome le reçoit, il comprend pas très bien, mais il dit j'aimerais voir la salle du trône, etc. Donc, bon, ok, on le fait rentrer. Et puis à un moment donné, il va s'asseoir sur un fauteuil, et le majordome, ou je sais pas comment on l'appelle, le Suisse, je sais pas. Le vizir, normalement, c'est Ouais, le ouais, vizir. bon, et il lui dit, mais vous pouvez pas vous asseoir là, c'est la place du ministre de la Culture, enfin j'en sais rien. Ah bon, d'accord. Et alors qui est plus haut que le ministre de la Culture? Ben le ministre de l'Intérieur. Alors quel est le siège? Donc il voit, il va s'asseoir là-bas. Mais il dit, mais attendez, là vous pouvez pas vous asseoir là, c'est le ministre de l'Intérieur. Alors il continue, il dit qui est plus haut que le ministre de l'Intérieur? Il dit le Premier ministre par exemple. Et alors c'est où? Et il va s'asseoir là à la place du Premier ministre. Il dit, vous pouvez pas vous asseoir là, le majordome. Et finalement il dit, alors, qui est au-dessus du Premier ministre? Et ben il dit c'est le roi. Alors il va s'asseoir à la place du roi. Et le majordome dit, vous pouvez pas vous asseoir là. Alors là, à un moment donné, le vagabond lui demande, mais alors qui est au-dessus du roi? Et il n'y a rien au-dessus du roi. Alors il dit, c'est moi. C'est l'idée à peu près. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut faire peur dans cette idée de n'être rien? Bien sûr que ça peut faire peur, puisque il n'y a plus personne. Mais en même temps, vois un peu la liberté que ça donne. C'est-à-dire, imagine quelqu'un qui n'est vraiment rien. Tu lui dis, je vais te mettre une balle dans la tête. Pas de problème. Oui, c'est pas un problème. Oui, le problème, il n'y en a pas. Et là, on voit que quelqu'un qui est arrivé à ce rien dont tu fais mention, n'a plus peur de rien. Et tout ce qui nous motive dans notre vie, c'est la peur. La peur. Et ça, c'est le capital. Donc, l'avantage, en tous les cas, de ce rien, c'est que la peur disparaît. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est difficile avec tous ces sages, Ramana Maharshi, tout ça. Il a le cancer, mais il n'avait pas peur du cancer. Il y en a d'autres ici, ils ont le cancer, je veux dire, ils en sont malades. Hein. Voilà. Lui, il n'était pas malade. C'est ok, c'est bon, c'est le propre même d'une cellule, tu vois. Est-ce que
de- d'avoir conscience d'être ce rien, et donc d'être tout, parce que dès le moment où on n'est rien, on peut être tout aussi en même temps. Euh, Est-ce qu'il y a encore des doutes sur des choix potentiels à faire dans la vie, sur des destinations, des carrefours dont on parlait tout à l'heure, se retrouver à la croisée des chemins, doute de bien choisir, mais bon, y a-t-il un bien, hein, de toute façon, on en vient à cette Non, il n'y a question-là, plus de mais doute. Le doute a disparu. Et maintenant, tu vas faire ce qui doit être fait. C'est tout. Ce que tu as décidé qui serait bien de faire. alors qui décide? Mais c'est ce qui est en toi, en profondeur, qui décide. Donc tu vas pas faire forcément n'importe quoi. Ça, c'est clair. Tu feras pas n'importe quoi. Et c'est quoi, n'importe quoi, puisque la rigueur, on l'a vu tout à l'heure, elle est là à l'image de cette fable que tu racontes. Euh, Si on n'est rien, il y a cette notion de fou, d'être complètement fêlé, et finalement entre Complètement fêlé. le fou du roi Mm. et le sage, bah, le fou était le seul qui pouvait dire la vérité au roi, puisqu'il était considéré comme fou. Donc, Tout à fait. Mais tu ne vas pas faire, tu vas pas aller prendre, je sais pas moi, une Kalachnikov et tuer tout le monde, tu vois, tu vas pas faire ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a plus de sens. Par exemple, mais il peut y avoir d'autres choses. Voler quelqu'un parce qu'il y a du pognon, je sais pas. Je sais pas, tout ce qu'on peut imaginer, ça n'a plus de sens. Toi, tu es toi et tu fais ce qu'il y a à faire, c'est tout. Mais sans qu'il y ait problème pour l'autre, le moins possible. qu'est-ce que tu veux dire par le moins possible? Ben, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour emmerder les autres, pour les empêcher. Donc il faut que tu fasses une action qui n'empêche pas l'autre d'exister. Oui, C'est évident. d'un autre côté, tu peux pas ménager la susceptibilité de l'autre. Ça, c'est autre chose. Bien sûr, ça, Ah, c'est c'est-à-dire, autre chose. Ben, si l'autre se prend au sérieux, comme je dis, imbécile, tu te prends au sérieux, imbécile, c'est une autre chose. Ça, c'est susceptibilité mal placée, oui. Mais il suffit d'observer un cadavre pour admettre que tout ce qui constitue cette machinerie se décompose rapidement. Le cerveau, le cœur, le foie et tutti quanti. Il ne reste au final qu'un peu de poussière. Rien. Plus rien de ce qui représentait pour nous la chose solide. Le moi a totalement disparu. Alors que reste-t-il? Grande question. Non seulement le moi a disparu, mais également ce qui nous semblait être la vie. Peu de consolation. Ce moi, entre guillemets, qui s'est imaginé faire de grandes choses et qui n'a en réalité passé sa vie qu'à trembler et à se faire du souci, ce n'était que la peur de voir un jour disparaître ce morceau de chair. En fait, il ne s'agit que de survie. Nous passons notre temps à survivre, pensant que peut-être nous échapperons à ce destin impitoyable. Mais en réalité, pour n'aboutir à rien. Et alors, dira-t-on, pendant ce temps, il faut bien continuer à jouer le jeu. Et oui, c'est là que tout se situe. Mais le joue-t-on vraiment? Si on le jouait réellement, il y aurait de fortes chances pour que les choses, entre guillemets, deviennent différentes. eh oui, là tu as tout, là. Mais hmm. Vas-y, je Non, te non, laisse. non. Sur cette notion de ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et, tout à l'heure, je t'ai posé la question de savoir finalement où trouver, si rien n'a d'importance, et en même temps tout a de l'importance. Je veux dire, bon, une balle dans la tête, Oui, oui, mais bon, ok. déjà, il faut savoir que, en tant que, bon, on a appris ça quand même depuis longtemps, que en tant qu'individu, puisqu'on nous a dit qu'on avait un corps, et, il faut quand même accepter de savoir que ce corps va disparaître. C'est clair, tout ce qui est matériel disparaît à un moment donné, hein. C'est la transformation, destruction, etc. Donc c'est ça qu'il faut accepter. Mais comme il y a la peur, nous ne l'acceptons pas, parce que nous disons, qu'y a-t-il si mon corps disparaît? Parce que mon corps, c'est moi. Et le problème, il est là. Mais mon corps, c'est pas forcément moi. Tu comprends? J'habite mon corps, mais moi, c'est peut-être autre chose. Donc si pour un homme ordinaire, si tu veux, la disparition du corps, etc., et c'est pour ça qu'on est dans un monde, ce qu'on appelle wellness, etc., où le corps a pris une importance extraordinaire, que ce soit avec les spas, les choses comme ça, encore toujours le mieux-être, etc. Parce que c'est toujours la question de l'image du corps, il faut bien présenter, etc. Donc dès le matin de bonne heure, tu te rases, tu te fais ci, tu fais là.
Et tu te dis aussi, je vais être en forme. C'est encore une notion de bien-être, tu vois. Donc tu fais faire des massages dans le spa, etc. Mais tout ça, c'est pour arriver à des bénéfices, tu vois. C'est pas. Et donc on a mis le corps vraiment en idolâtre. C'est une idolâtrie complète, tu vois. Les nanas, il suffit de lire les journaux. Mais malheureusement, ce sont des images qu'on nous renvoie et qui nous obligent à des choses pas possibles, quoi. Donc si tu es mannequin, etc., il faut que tu maigrisses, patati, patata, il faut, voilà. Et c'est toute une question de mode. Mais tu es dépendant de ça. Et c'est ça les wellness, les spas et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a Nous sommes dans une société, en plus, si tu veux, pas oisive, mais pas loin. Tu vois? Alors qu'avant, si tu veux, bon, on imagine comme un bûcheron, il allait couper un arbre, ça lui faisait des muscles. Maintenant, c'est tout à fait gratuit, ça n'a plus aucun sens. On va devant une glace pour faire du bodybuilding, pour se gonfler les pectoraux. Mais il faut bien comprendre que si sur les plages il n'y a plus personne, le bodybuilding n'a plus de sens. Donc c'est un acte gratuit, il n'y a pas un travail derrière. Un bûcheron travaille, il a des raisons d'avoir des muscles. Une chose est évidente, tout est de la merde. Les humains sont de la merde. Ce qu'ils aiment, c'est parler et éjaculer de la bouche. Il suffit de leur prêter l'oreille, ils vous déballent tous leurs problèmes. Ensuite, ils sont très contents et ils vous remercient de leur avoir prêté attention. Ils se fichent pas mal de ce que vous pensez et même de savoir si vous pensez. Et encore moins si en réalité vous les avez écoutés ou non. Ce qu'ils veulent, c'est avoir l'impression d'être entendus. C'est la raison pour laquelle les psychothérapies de toutes sortes fonctionnent parfaitement. Combien de psychanalystes, pendant que leur cliente débite sa problématique, rêvent à autre chose? Et s'ils ne disent mot à la fin de la séance, cela doit être interprété par le patient comme un acte voulu de compréhension. Pas étonnant par conséquent si notre misérable planète Terre, des foyers de lutte s'allument chaque jour. Personne n'entend personne et tout le monde voudrait être écouté. Pas étonnant aussi que les moments de paix ne soient que des instants transitoires. Comme disait le Christ, je suis venu apporter le glaive et non la paix. Oui. Bon, déjà, le Christ, il parle sérieusement, c'est un guerrier, quand même, moine guerrier, mais je suis venu apporter le glaive, c'est-à-dire couper les têtes. Mais, comme me disait quelqu'un, il s'agit de couper la tête de ta mère, de ton père, etc. Et ce sont des coupages de tête symboliques. Mais si on ne fait pas ça, d'une certaine manière, on ne sera jamais libre en tant qu'individu. On n'existera pas par soi-même. Il faut couper la tête de son père, de sa mère, de sa grand-mère, de ses amis et de tout le monde. Et à ce moment-là, tu as des chances d'être toi-même. Symbolique, encore une fois. Mais, effectivement, si on observe dans notre société, tout le monde parle. Et comme disait l'autre, nous avons deux oreilles et une seule bouche, mais par contre, la bouche, elle y va. Hein. Et les oreilles fonctionnent très peu. Pourtant, il y en a deux. Donc, il n'y a presque plus d'écoute. Si tu regardes même la télé, tout ça, tu t'aperçois que tout le monde parle. C'est des débats d'enfer. Et entre eux, il n'y en a aucun qui écoute l'autre. Tu vois? Et dans notre vie, c'est pareil. Personne ne nous écoute. Voilà, et personne n'écoute personne, ce qui fait que c'est des combats d'enfer, etc. Voilà, et en plus, comment on va vers un monde de plus en plus psychiatrique. Comme tu disais tout à l'heure, il faut les thérapies pour ci, le machin pour là. Donc, comme personne ne nous écoute plus, voilà, on va se faire un petit divan, une petite thérapie, etc. C'est clair. Qu'est-ce qui reste pour toi d'essentiel? Est-ce qu'il y a quelque chose d'essentiel? Si tu as fini ta quête ou ta recherche? Bien sûr, il y a évidemment, ce qui motive tout, c'est la foi. Si tu n'as pas la foi, c'est même pas la peine de commencer. Et on en a parlé au départ. Et c'est la foi en ce qu'il y a quelque chose d'autre. Voilà. Mais après? Après quoi? Alors après, je vais t'expliquer. Après, c'est Quand mon tu dis après affaire. quoi? Bah oui, bien sûr. Si à un moment donné, donc, on estime que la quête qui t'avait amené à te bouger, te mettre en action, d'avoir fait tout ce que tu as fait, d'avoir rencontré toutes ces personnes que tu as rencontrées, etc., et que au final, tu t'aperçois que tout était en toi et qu'il n'y avait pas à faire toutes ces élucubrations diverses et variées,
Une fois que tu as trouvé ça, et que tout et rien à la fois n'a de l'importance, que tu n'es rien et que tu es tout à la fois, pourquoi continuer à bouger? Pourquoi continuer à faire, entre guillemets? Pourquoi continuer à te mouvoir? Pourquoi continuer ta maison d'édition? Pourquoi continuer à Parce que rencontrer des la gens? vie, c'est le mouvement. Il n'y a pas une lassitude à un moment Si donné? tu marches pas, si tu avances pas un pied devant l'autre, tu vas pas avancer. Tu vas pas te déplacer. Et t'as pas un sentiment de lassitude à un moment donné? Et non, bien sûr, c'est pas aussi, disons, accentué que quand tu es gamin où c'est avide, c'est avide. Là, c'est beaucoup plus pondéré. C'est la sagesse qui rentre en jeu. Si tu veux, tu vas pas faire des choses inutiles qui vont servir à rien. Tu vois, d'une certaine manière. Mais, mais tu vas bouger parce que sinon tu es mort. C'est clair. Et le problème des vieux actuellement, c'est ça. C'est que ils arrivent bon à la retraite, si on les met à la retraite, puis après on leur offre rien de particulier. Donc s'ils trouvent pas par eux-mêmes quelque chose, beaucoup Passe de l'autre côté, ouais, franchissent rapidement, hein. le cas. Et puis après tu as ouvert, maintenant on ouvre évidemment les seniors, le troisième, quatrième âge, j'en sais rien. Mais c'est des maisons, c'est des mouroirs, parce que tu as des maisons de retraite qui sont pas faciles, quoi. Et parce que les gens ils sont impotents, c'est normal. Il y a l'âge, il y a Alzheimer, il y a ceci, il y a cela, beaucoup de choses. Mais là, c'est la fin, quoi. Alors, qu'est-ce qui aujourd'hui te permet de continuer à aller de l'avant? Là Mais où- c'est la vie qui me pousse. La vie me pousse. Et puis le jour où je déciderai, je l'espère, de ne plus aller de l'avant, de me dire ça suffit, bon, peut-être je ferai comme, euh, comme le japonais Mishima, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Harakiri? Oui. Hein, c'est une idée. Mais c'est pareil, comme si tu te sens extrêmement malade, tout ça, peut-être que tu te dis à un moment donné, bon, il vaut mieux arrêter, ça sert à rien. Là, si c'est juste pour être allongé sur un lit comme un légume, ça sert peut-être à rien. Donc voilà. Et c'est peut-être ce que voulait dire Ramana Maharshi en disant, voilà, il faut laisser proliférer. Et c'est bon, quoi. Tu vois? C'est tout. Mais il faudrait avoir ce courage-là de décider. de, euh, Tu dis c'est la vie qui me porte, mais si la vie entre guillemets te porte, c'est qu'il y a encore en Et toi oui, des aspirations, pourrait-on dire. Parce que si, des choses qui me motivent, voilà. voilà, ce qui te motive, aller de l'avant, alors qu'est-ce qui te motive? Ben, j'ai envie de réaliser encore des tas de choses, si tu veux, sur l'extérieur. Mais pas forcément de réaliser le soi, je ne sais pas trop quoi, l'intangible, mais de réaliser des choses, ben, par exemple, je ne sais pas moi, avoir acheté une bonne voiture, je sais rien, tu vois, il y a des tas de choses qui... aller au bord de la plage, profiter de la plage, je ne sais pas. Beaucoup de choses dans ce monde est formidable. Toi, par exemple, ce serait de faire de crapahutage sur le GR20 en Corse, mais bien, c'est très bien. Et là, tout ce qui nous rend un peu joyeux, quoi. Donc pour moi, si c'est pour aller, je sais pas, dans la forêt, au milieu des châtaigniers, et voilà, c'est formidable. Alors, dans quelle mesure est-ce que tes aspirations viennent rentrer ou pas en confrontation avec ce dont on parlait sur la notion de destin? Tu parles de, à un moment donné de destin individuel, c'est une chose, mais il y a aussi peut-être, dis-tu, le destin collectif, voire le destin de l'univers. Donc, dans quelle mesure est-ce que tu t'inscris dans la marche collective de cette planète et de là où nous en sommes aujourd'hui? Est-ce que tu penses que euh, de tes souhaits, aspirations, motivations qui te font te mettre en action viendraient potentiellement à être contrecarré, c'est un grand mot, c'est pas le terme que j'aurais souhaité utiliser, Oui, mais je comprends. Mais par exemple, si tu me demandes pour qui écris-tu, mais je vais te répondre pour moi-même. Alors, parfois incompréhensible. Parce qu'on a toujours, et surtout ce qu'on voit dans les journaux, les best-sellers, tout ça, on sent bien que les gens écrivent pour les autres. Et que ça rapporte de l'argent et que ça se vend beaucoup. Et le fameux poète argentin qui était fini aveugle, je ne me souviens plus son nom là, mais il est très connu, mondialement connu,
Je crois qu'il a dû avoir un prix Nobel, je me souviens plus. Mais on lui posait la question, pour qui écrivez-vous? Il dit, mais pour moi, tu vois. Parce que là, on est piégé aussi. Si on écrit pour les autres, ça veut dire qu'on veut faire des best-sellers, on les flatte, etc. Et tu vas vendre des bouquins. Donc tu vois, les pièges sont énormes. Donc c'est pas évident de dire je fais quelque chose pour les autres. Fais-le d'abord pour toi, fais-le bien, et après tu vois si les autres leur convient. Alors, il y a quelque chose de très personnel déjà dans l'écriture. Ah Alors, oui, je sais pas si, bon, j'entends l'exemple, mais euh, parmi ceux et celles qui, par exemple, Gandhi, oui, il a agi pour un collectif, bien enfin, sûr. d'un point de vue extérieur en tout cas. Est-ce que on pourrait penser, à l'image de ce que tu viens de dire, que finalement il le faisait pour lui-même avant tout? Et oui, il y avait forcément une partie, parce que il s'était donné certainement, comment dire, un idéal. Il avait lu Tolstoï, tu vois, non-violence, ça vient de Tolstoï finalement, hein. Et donc il a senti que c'était son chemin. Donc il a pris parce que d'abord c'était son chemin. Mais oui, sinon il ne pouvait pas le prendre. Tu peux pas le décider comme ça, sinon tu es un politique qui va pas faire ça. Tu vas essayer de ruser plutôt. Et lui, il a senti que c'était son chemin, sa façon d'être, et donc il l'a appliqué à l'extérieur. Après, et bien sûr qu'il a, d'une certaine manière, libéré l'Inde des Anglais, mais en même temps, ça a été une catastrophe, puisque d'abord il s'est fait tuer, et puis l'Inde a été divisée en 3 parties. Faut pas l'oublier ça. Donc c'est compliqué. Mais je pense qu'au départ, c'était lui qui avait besoin de ça. Mm. Oui. Lorsque tu mentionnes la méditation, le fait d'être dans cette perception attentive de ce qui est, euh, je reviens sur ce que tu nous disais tout à l'heure, sur le fait que d'être dans cette présence à soi euh, venait à disparaître et que tu recherchais, à un moment donné, quand tu étais dans cette quête, à ce qu'elle soit permanente. Mm. Euh, Qu'est-ce qui, d'après toi, au vu de ton expérience, a permis d'ancrer cette présence? Est-ce qu'on peut dire qu'elle est perpétuelle ou est-ce qu'elle va et vient? Est-ce que ça, c'est aussi fait partie de, comme de la respiration tout à l'heure, bah, c'est comme ça. Tantôt c'est là, tantôt c'est plus là, et c'est comme ça. Ou alors ça peut être permanent entre guillemets. Moi, je vais te dire, enfin, en tous les cas, c'est mon impression. Maintenant, pour moi, c'est clair que c'est là, quoi. Alors qu'est-ce qui a fait que c'était là et que ça ne l'a pas été auparavant et qu'il y avait ce va-et-vient? Mais peut-être parce que je ne l'acceptais pas aussi simplement. Je comprends pas. C'est là, et je ne voulais pas vraiment le reconnaître parce que ce c'est là, c'est pas grand-chose. Tu comprends l'idée? D'accord. Comme c'est pas grand-chose, et que nous vivons avec les extraterrestres, si tu veux, donc nous vivons des choses extraordinaires. Et donc, il était pas évident, moi, étant jeune, de vivre uniquement avec des choses ordinaires. Je ne sais pas si je suis clair Oui, dans ce oui, que je dis. oui, oui, tout à fait, ouais. Et dans cette chose-là est la chose la plus ordinaire qui soit. Et comme nous sommes dans un monde où tout le monde veut être très différent, tout le monde veut être extraordinaire, le plus Être beau, quelqu'un. le plus beau, ceci, cela. Donc, étant plus jeune, je voulais être grand acteur, de ci, de là, ressembler à un tel, je sais pas quoi. Et donc, ça ne me suffisait pas si on me disait ça. Euh, Et un beau jour, on m'a dit, tu sais, il suffit d'aller dans la rue, si tu vois un petit vieux assis sur un banc, t'assois à côté, et c'est bon. Voilà, pourquoi pas. Donc c'est cette faculté à accepter la vie que, enfin la vie, le fait que peut-être la vie est quelque chose Et que de tu deviens extraordinaire par ce fait d'être ordinaire. d'accepter Et les l'ordinaire. autres sont extraordinaires, mais c'est des navets, quoi. C'est rien du tout. Donc on en revient à cette conscience de rendre grâce des petites choses qui forment le tout. Et voilà, c'est ça. En plus, c'est encore là, comme chez les alchimistes, c'est la grâce qui doit tomber dessus, quoi. Tant que cette grâce n'arrive pas, tu ne fais pas la pierre philosophale, c'est évident. Donc c'est pas toi qui choisis en même temps. C'est un lâcher prise qui se fait, qui est Oui, sans retour. Ben, oui, ben oui, parce que
Pourquoi un tel, je ne sais pas, ça lui arrive ça, à d'autres ça lui arrive peut-être plus tard, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais ça peut être chez un cordonnier, comme Jacob Böhm par exemple, dans le christianisme, ou Maître Eckhart, enfin bref. Durant durant ce moment où tu étais dans cette quête, est-ce que tu as eu des moments de... Je dirais, c'est peut-être là où quelque chose peut se passer d'un autre côté, c'est de dire, mais qu'est-ce que j'en Un ai marre cul, de... quoi. Ah ouais, qu'est-ce que je me prends la tête, qu'est-ce que je me fais chier, j'en ai marre de chercher, de trouver... Parce que finalement, ce qui nous met en branle au début, c'est cette quête de bonheur. On pense quelque part qu'on va atteindre un état de paix, mais on le projette, c'est quelque chose qui est en fonction de ce que l'on croit être, mais c'est pas réel. Un projet de paix en se disant, je vais trouver une sorte de paix, une sorte de bonheur comme ça, étatique. Donc je me Non, mets en moi j'ai quête. jamais cherché le bonheur, la paix, etc. Je voulais savoir où on en était, quelle était la vérité, c'est ça. Après le paix, le bonheur, je laisse aux gens qui se couchent de bonheur et qui se lèvent de bonheur. Et en même temps, tu mentionnais le fait que il y avait cette quête du père à travers le Oui, fait de rencontrer ces différents hommes bien sûr. sages, Ben oui, etc. Donc il y avait quelque part une quête pour combler quelque chose ah, bien d'une sûr. blessure. Ah, bien sûr. Ça c'est clair et net. Donc on a tout un passé, évidemment, de l'enfance qui n'a pas été forcément tout rose, hein. Et c'est des nœuds, c'est des nœuds. Mais tout l'intérêt, c'est comme disait Castaneda, donc il fait la récapitulation de sa vie passée pour justement débloquer les nœuds. Et ne pas s'attarder sur ces nœuds. C'est ça qui est intéressant. C'est plutôt de les effacer. Donc on appelle ça récapitulation, biographie, ce qu'on veut. Mais il faut retourner. Mais à ce moment-là, ils vont être effacés. Et à ce moment-là, tu ne vas plus dépendre de ce passé. Sinon, toujours, on va te dire, oui, mais ta mère faisait comme ça, toi tu répètes comme ça, etc. Tu vois? Non, non, il faut éliminer tout ça. Alors est-ce que justement dans cette notion d'effacer le passé, comme tu le dis, je ne sais pas si le terme convient bien, mais tu as peut-être choisi à dessein, à quoi servirait et C'est penses-tu pas que effacer le passé, c'est effacer la mémoire Alors, les thérapies pour ça, quand on parle de thérapies diverses et variées par rapport aux névroses, par rapport aux blessures, est-ce qu'elles ont pour toi un intérêt? Ah, ça dépend quelle sorte de thérapie. Si tu me parles de psychanalyse, c'est différent. Non, pas forcément. Voilà. Psychanalyse, non, je te parle de défaire certains nœuds, blocages. Voilà. Si c'est la psychanalyse, donc c'est par le langage, etc., c'est par les mots, moi, c'est pas mon truc. D'accord. Je fonctionne pas vraiment. J'ai connu des cas qui étaient... Bon, ça s'arrangeait pas vraiment. Mais enfin, moi, je suis pas contre Monsieur Freud, Ouais, ouais. etc. Non, non, non. Et si ça peut guérir des gens, ça peut très bien. Et moi, je suis plutôt dans une autre démarche. Et effectivement, il doit y avoir des thérapies qui soient physiques, etc., qui te font approcher les choses très différemment, pas seulement par le langage, mais par le corps, par exemple. Tu vois? Et donc, effectivement, c'est bon, il y a les constellations familiales, mais je ne les connais pas, j'en ai jamais fait, donc je ne peux pas te dire. Alors, est-ce que toi-même, tu as eu l'occasion d'expérimenter des thérapies Non, 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 j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait de thérapie, moi. Alors, je pose la question, mais tu le mentionnais dans le livre, effectivement, tu n'es jamais passé entre les mains de ces derniers. Non. Mais alors, J'ai rencontré des psychiatres, comme je te dis, ouais, 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 ouais. mais ils m'ont toujours dit que j'avais pas besoin. Alors, je ne suis pas allé. Alors, qu'est-ce que ça implique? Comment se défaire de ses nœuds ou passer au travers de son passé, de ses névroses? Est-ce qu'il y a, entre guillemets, quelque chose à faire? Est-ce qu'il s'agit de, pour toi par exemple, comment estimes-tu avoir fait en sorte de passer au travers de tes propres blessures? Ben, c'est-à-dire que de comprendre déjà, si tu veux, que le passé, il n'est pas passé, il est toujours là. Ah Il oui, est ici et selon toi, maintenant. Elle conditionne les programmes en question, Ben quoi. oui, Ouais. il est là. Il est ici et maintenant. Donc il faut l'effacer d'ici et maintenant. Voilà ça que je veux dire. Alors comment procéder? Alors comment procéder? C'est d'abord, bon, tu peux faire une récapitulation, tu peux faire ça. Tu prends un cahier, tu reviens en arrière, etc. Tu vois différents points. Et à un moment donné, évidemment, quand tu as vu les nœuds, tout ça qui t'ont fait mal et qui ont été importants pendant tout un parcours de ta vie, c'est de voir l'importance que ça a. Et puis petit à petit, il va y avoir un détachement qui va se faire, forcément, tu vois. Si ta mère t'a claqué quand tu étais petit, bon, ben, cette claque, elle est peut-être toujours là ou pas, mais bon, faut l'éliminer à un moment donné.
Alors comment l'éliminer? Comment, Oui, oui. comment faire ce détachement? Alors, ce détachement, c'est que déjà, c'est maintenant, c'est pas à l'époque. Et donc c'est toi qui finalement maintiens cette chose-là, c'est toi qui la maintiens. Et donc il faut apprendre à la lâcher. Et alors, il faut apprendre à lâcher sa mère, il faut apprendre. Et puis, comme je disais dans, je sais pas, dans Vite à Vie, tous ces ahuris de professeurs que j'ai pu avoir, là, ils disaient que j'étais un âne, tout ça, ils avaient sans doute raison, mais que sont-ils devenus? Rien, pas grand-chose. Donc petit à petit, tu te décharges, tu relativises les choses, et tu vois ce qui est sans importance, et voilà, et tu avances. Est-ce que la méditation peut aider à ça? Oui, non, mais bien sûr, tout peut aider. Le yoga, tout ça, toutes ces différentes pratiques peuvent aider? Oui, oui, moi, je sais pas ma façon de faire, mais ça peut aider. Bah, tu parlais du corps tout à l'heure et de défaire certains nœuds, blocages qui somatisent, hein. Là aussi, tu apportes ça dans Bien les sûr. livres, dans le corps. Et somatisme, mais c'est quand même psychologique, quoi. Bah Évidemment. oui, d'où la Bien sûr. somatisation, ouais. Bah oui. Mais si tu arrives à effacer l'image de ta mère en train de donner une gifle, bon, ben ça disparaît, c'est fini. C'est fini. C'est ça qu'il appelle effacer. Alors pourquoi, d'après toi, est-ce que l'être humain n'a pas eu l'occasion de faire cette plus régulièrement? Est-ce que c'est un manque d'apprentissage? On est un peu comme les chiens de Pavlov, on nous a pas appris à faire, donc on fait pas. Oui, déjà, les gens ne connaissaient pas, donc il y a toutes les époques comme ça, tu vois. À l'époque, on était à l'époque du scientisme, etc. Les choses étaient sérieuses, bien établies, tu vois. C'est très différent de maintenant. Maintenant, il y a la physique quantique, il y a tout ça. Plus rien n'est vraiment établi. Bon, ça, c'est juste un concept, on est d'accord, c'est une table, mais enfin, comme tu disais tout à l'heure, si on passe un rouleau compresseur dedans, dessus, il n'y a plus rien, quoi, il y a très peu. Donc nous sommes dans d'autres concepts maintenant. C'est ça qu'il faut bien comprendre. D'autres croyances. D'autres croyances d'une certaine manière, mais voilà, elles sont différentes. Mais avant, c'était ouais, Intriquées, ouais. c'était une vache et demie plus une vache et demie, ça fait trois. Mais je crois pas. Tu vois, on est d'accord. L'oubli. Ouais, L'oubli est une chose des plus monstrueuses qu'il m'ait été donné de oui, constater. tout à fait. J'ai toujours pensé qu'il n'existait que l'oubli de soi-même. Je me trompais. Après bien des expériences, j'ai pu constater que l'oubli, et cela de manière générale, est le grand péché. Il suffit de regarder un enfant après lui avoir dit «N'oublie pas de faire cela». Quelque temps après, si vous revenez vers lui et que vous lui demandez ce qu'il en est, il vous rétorque «J'ai oublié». Et sans aucune émotion, justifiant par ces mots que ce n'est pas sa faute, qu'il n'est en rien responsable, que c'est juste un oubli. Il en est de même chez les adultes. Chaque fois que vous leur demandez de faire quelque chose, ils oublient et passent à autre chose comme si cela n'avait aucune importance. Là encore, sans aucune culpabilité. Par contre, en ce qui concerne leur petit domaine de survie, ils n'oublient pas. Certes, leurs besoins naturels se rappellent automatiquement à eux, mais en dehors de cela, il n'existe aucun respect pour rien. Rares sont les individus qui voient dans l'oubli une faute et qui, grâce à cette considération, sont prêts à se remettre en question. Ce serait une bonne chose que cela nous serve de leçon, mais en général, nous haussons les épaules et passons à autre chose. C'est la raison pour laquelle il est très difficile de faire confiance à un bon nombre de personnes. Je me suis aperçu que la formule qui revenait le plus souvent à la bouche des individus piégés par l'oubli était «Je n'ai pas de chance». Or, je pense qu'en justifiant cet oubli, on s'oublie soi-même. Pour dépasser cet état de fait, il s'agit d'user de vigilance extrême. Le péché réside dans le manque d'attention. Il est certain que si nous étions un peu plus vigilants, bien des déboires nous seraient épargnés. Peut-être avons-nous même oublié de vivre, comme dit la chanson. Nous finirons même par oublier notre propre mort, mais celle-là ne nous oubliera pas. Ce qui est certain, c'est que celui qui oublie de façon permanente a peu de chances de mener à bien sa propre entreprise, et même de devenir créatif. Il vaut mieux, pour un tel individu, qu'il se fasse prendre en charge afin qu'il oublie définitivement ce qu'il est et de quoi il s'agit. Oui, 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 bon. Oui. Alors ouais, donc là pour le coup, mode survie, hein, c'est ce qui fait qu'on n'oublie pas. Donc Bah, nos l'oubli, petits intérêts. c'est terrible. Moi, que ce soit avec mon fils ou n'importe quoi, n'importe. La réponse, alors tu as fait ça, ah j'ai oublié, mais puis pas de problème, pas de problème. On dit qu'on a la mémoire sélective. Voilà. Alors après, il n'y a pas de conséquences, il n'y a rien, mais bon, tu avances pas comme ça, hein. Ça, c'est déjà ça. Après, il y a l'oubli de soi, évidemment, en profondeur. On s'oublie tout même soi-même, on ne sait même pas où on est, enfin bref. Et donc l'oubli, c'est une catastrophe terrible. Est-ce que tu estimes que on peut être
tout le temps dans cette présence Et oui, attentive, mais bien sûr, continuellement. tout à fait. Donc tu n'oublies rien, tu as une mémoire d'éléphant? Tu peux oublier dans le sens où, par exemple, toi, tu m'as fait une remarque tout à l'heure, tu m'avais demandé quelque chose avant l'été et je dois avouer que j'ai zappé. Alors, qu'est-ce que ça implique? Eh ben, c'est une leçon pour moi. Si je t'ai dit oui à l'époque, c'est que je n'aurais pas dû oublier. Si je te dis non, je peux pas le faire, ok, pas de problème. Et voilà, pour moi, c'est une leçon. Est-ce que ça t'arrive de perdre tes clés, d'oublier où elles sont, des objets? Ça peut m'arriver, mais c'est rare. T'as toujours, on va dire toujours. Donc régulièrement, souvent, très souvent, conscience de tes Oui, actes, oui, et de puis tes faits. je n'oublie jamais ce qu'on me fait aussi. Ça alors, je vais te dire, Je crois que c'est pour beaucoup de personnes ça, ouais. mais en tous les cas, en tant que Corse, sûrement. Ah, c'est un peu dans les gènes, hein, dans le Voilà. programme. Mais je ne fais rien. Mais c'est Mais là. ça reste là dans un Faut coin. pas que, faut pas croire, il faut pas que la personne se dise, c'est passé à l'as, il a oublié. Non, 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 c'est marqué là. Je n'ai pas forcément de la vengeance, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est là, c'est pas oublié. Est-ce que pour toi, il est plus facile d'être présent dans cette présence, on va dire, attentive, dès le moment où on marche un peu au ralenti, si je puis dire? Euh, Parce que si on est dans une vie comme une grande ville comme celle-ci à Paris, on n'arrête pas de bouger à droite à gauche, etc. C'est peut-être plus difficile d'avoir conscience de tout, de ma main dans les cheveux quand je la passe, de mes bras qui se croisent, de mes pensées. Tiens, j'ai pensé ça, de là où j'ai laissé mes clés, et puis de mes rendez-vous divers et variés. Alors que peut-être, et tu le fais mention dans le livre, un paysan qui est dans son petit village, qui vit au rythme des saisons, et a beaucoup plus de facilité à se rappeler de ce qu'il fait, du fait de de ce cycle naturel, si je puis dire, mais en même temps, il y a le piège des habitudes. Voilà, et là on peut s'endormir encore. Donc je pense que, bon, c'est peut-être plus aisé, disons, d'être dans le domaine terrien, mais je pense que le piège est partout. Tu peux être très présent dans une ville, hein, la question n'est pas là. Bien sûr, mais, mais plus que d'autres qui sont dans la campagne, sont en présent de rien. Ils sont dans leur truc, quoi. Tu estimes il y aurait potentiellement la probabilité de faire un retour en arrière une fois qu'on a franchi cet état de présence perpétuelle? Est-ce qu'il pourrait y avoir un retour en arrière? C'est-à-dire avoir perdu le truc. Oui, c'est-à-dire je dis ça parce que Mais je crois pas, non. lorsque j'avais lu avec Stephen Jourdain, je crois que c'était dans son bouquin, Euh, il fait mention que il a failli le perdre l'espace de quelques instants et je pense, hein, si ma mémoire est bonne, qu'il fait mention d'avoir tout le temps cette vigilance parce que la tentation est tout le temps, partout. c'est ça. Oui, il y a eu peut-être un vacillement comme ça, mais non, non, pas plus, quoi. À un moment donné, c'est là, hein. Tu as rencontré un homme qui t'a enseigné une technique pour que les gens qui nous entourent n'aient plus de pouvoir sur nous. Oui, c'est vrai. Mais c'est un homme formidable. Et lui, c'est pas un Indien, c'est un homme d'Occident. Oui, alors la première chose pour arriver à ce point, c'est que ne pas essayer d'avoir de pouvoir sur les autres. Ne pas essayer d'exercer de pouvoir sur les autres. Et si on exerce un pouvoir sur les autres, il est logique qu'on exercera un pouvoir sur toi. Mais le jour où tu comprends ce que c'est que d'exercer un pouvoir sur les autres, alors à ce moment-là, tu vas être complètement libéré et plus personne va pouvoir avoir de pouvoir sur toi. Alors pourquoi est-ce que c'est facile d'un point de vue théorique et Oui, peut-être plus difficile d'un point de vue pratique? bien sûr. Je ne sais pas, mais il faut mettre en application cette donnée, quoi. Quand cet homme t'enseigne ça, ça paraît évident au vu de tous ceux que tu as Oui, rencontrés, mais non? enfin, disons qu'il ne m'a pas enseigné que ça. Donc, il m'a enseigné des techniques, des machins, des trucs, hein, toute une panoplie. Et dans cette panoplie était compris cette chose-là. Notamment l'observation. Oui, l'observation de soi, oui, oui, bien sûr. Mais c'est pas comment dire, on va pas se tourner les méninges, quoi.
Observez, regardez l'autre agir, observez ce qu'il pense et très rapidement vous verrez le renard surgir. Lorsque cela est perçu, nous devenons un véritable stratège et bien entendu nous pouvons jouer le jeu. Mais sortir de tout cela n'est pas une mince affaire, d'autant plus que tout le monde s'est donné le mot. Tant qu'on est dans ce jeu, on fonctionne dans l'horizontalité. Dans l'horizontalité, nous ne faisons que stagner. Lorsque l'on sort de ce jeu, une autre porte s'entrouvre que l'on ne pouvait soupçonner auparavant. On passe à la verticalité. Et ça, c'est dans Vie ta vie. Donc, Oui, tout à fait. Non, mais moi, je suis toujours dans ce domaine, hein, finalement. On va faire une petite pause, non? Bien. ça fait même pas 1 heure, on a bientôt la fin. Ah, t'en peux plus, c'est ça? Je te fatigue, hein, Charles. Oui, tout à fait, tout à fait. Allez, viens. Charles Anthony avec nous. Mais il attend même pas la réponse. Il est comme ça, Charles. Alors, je vais, pour ceux qui nous écoutent, lire un petit paragraphe. C'est le dernier paragraphe. Ouais, non, mais tu t'as refusé, donc je lis juste un dernier paragraphe, tu vois. Fini l'époque où l'on tendait l'autre joue, fini aussi l'idée que l'autre c'est nous-mêmes, fini également l'idée qu'en faisant progresser l'autre, l'on pourra progresser soi-même. C'est même l'inverse, si je progresse, l'autre ne doit pas évoluer, afin de maintenir ma suprématie. Tout cela bien entendu pour le bien de l'humanité. Par conséquent, l'humanité oui, mais s'il peut me procurer quelques avantages. On peut observer cela dans tous les domaines, religieux, politiques, scientifiques ou autres. Il n'existe plus aussi de véritable politique au sens où on l'entendait les penseurs grecs. Même chose pour le sport, qui se pratique à coups de millions, ainsi que pour l'art. Ce marché, entre guillemets, où les marchands de tableaux dictent leurs lois. Quant à l'écriture, il suffit de voir ce qui compose un best-seller pour comprendre immédiatement ce qui se passe. Les médias ont atteint leur but, puisqu'ils sont parvenus à contrôler l'âme humaine. Dorénavant, il va être très difficile d'ouvrir les yeux. Si vous les ouvrez, ouvrez-les pour vous. Et n'essayez pas d'ouvrir ceux des autres. Il vous en coûterait. On en parle juste après cette respiration. Ce soir, invité du magazine Énergie Positive pour 2 livres, Vie ta vie et Verticalité. Charles, je reviens juste sur le passage que j'ai lu avant qu'on fasse cette respiration musicale. Dorénavant, il va être très difficile d'ouvrir les yeux. Si vous les ouvrez, ouvrez-les pour vous et n'essayez pas d'ouvrir ceux des autres, il vous en coûterait. Eh oui. Parce que quand il nous arrive quelque chose, nous avons tendance, quand on croit avoir trouvé quelque chose, de vouloir absolument transmettre, hein. Ce qui est logique, bon, c'est très bien. Mais si on ne le demande pas, il ne faut pas le faire. Sinon, c'est toujours ce qu'on appelle dans le soufisme la voie du blâme. C'est-à-dire, tu donnes le meilleur de toi, et tu as remarqué sans doute dans ta vie, que quand tu donnes des choses à des amis, ou etc., il arrive parfois, et très souvent, que ces amis-là, etc., t'en veulent, ou t'en veuillent. C'est ça le problème. Et donc, il faut être très vigilant de ce côté-là. Tu vois? Tu t'es essayé à l'écriture automatique? Non. Comment ça? Non, je ne suis pas André Breton, moi. Attends, je rappelle l'écriture spontanée. Ah, c'est pas pareil. Ouais. Ça, c'est l'écriture à la Kerouac, à la Beat Génération. Et ça a changé pas mal de choses pour toi. Ça a été un outil intéressant. Bien sûr, parce que si tu veux le Vie ta vie, et le texte, il a été écrit comme ça, si tu veux. Chaque chapitre représente une page. Après, qu'il ait été corrigé en français bien, etc., je ne le discute pas. Mais c'est tel quel, presque. Un jet. Un G. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Donc, tous les jours, je faisais un G d'une page entière. Voilà. Et ça a donné ça. Mais c'est plutôt spontané. Avec évidemment toutes les données qui sont en toi, etc. Mais tu les fais sortir. Après que des gens comme Burroughs, par exemple, qui était aussi de la Beat Génération, Le Fastin nu, je ne sais pas si tu connais le livre. Non, pas le livre. Oui, c'est un classique, hein. Évidemment, il s'est essayé à l'écriture automatique, un peu comme André Breton et tous ces gens-là, évidemment. Mais Kerouac, je pense pas, non. Kerouac, il y est allé, c'est tout. De cette écriture spontanée, tu fais mention et écho à l'intuition qui est au service de la création, pour le Mais coup. bien sûr, Ce qui n'empêche pas après d'utiliser le mental pour le mettre en forme, bien sûr. comme tu viens de le dire, le corriger, mais Voilà, finalement ça se fait à quelques petits détails, si on peut dire. tout à fait. Tu fais référence à Lao Tzu, Shakespeare, Einstein, qui ont toujours été dans cette intuition, et
Il ne cherchait pas, c'est ce que tu veux dire, et je pense que c'est vraiment le message essentiel, c'est que les choses se font spontanément et qu'il n'y a pas à chercher à vouloir faire. Et c'est parce qu'on ne cherche pas à vouloir faire qu'il y a ce génie qu'on retrouve dans le Tao de Lao Tzu, de Shakespeare, ou même Einstein à travers ces différentes découvertes. Et oui, mais c'est ce qui fait la force des génies, justement. Que tu prennes Rimbaud ou n'importe quoi, on ne peut pas faire des poèmes comme il a fait, en les construisant, déconstruisant, etc. Et après qu'il est plus ou moins bien corrigé, d'accord, mais les trucs jaillissaient, tu vois. À blanc, ceci, cela, et attends, il faut que ça sorte comme ça, tu peux pas l'inventer, oui, oui. Tu nous dis que finalement posséder est synonyme de mort. Et de l'autre côté, tu nous dis, en fait, il nous faudrait vivre une journée comme si elle représentait une année, vivre comme si c'était notre dernier jour. À ce moment-là, peut-être serions-nous capables de faire de grandes choses et devenir des hommes-dieux, ce qui n'est pas si facile, j'en conviens. Alors, je voudrais juste revenir, parce que tu m'as parlé de l'écriture spontanée, etc. Il faut s'entendre. Spontané, ça veut dire, très clairement, quand tu es dans le domaine relatif, donc tangible, tu n'es jamais spontané. C'est l'ego qui fonctionne. Quand tu es dans cet autre domaine, C'est notre regard dont on parlait. dont c'est l'intangible, c'est d'autres lois. Et l'intangible, tout ce qui est les réponses de l'intangible est toujours spontané. Mais il faut l'atteindre. Voilà. Mais tant que tu es dans le monde du relatif, le monde concret, ce qu'on appelle, tu es toujours dans le rationnel. Tu comprends? Par exemple, nous savons que le monde est un changement perpétuel, ou alors on ne voit rien. Toi, tu vieillis, etc. L'objet il disparaît, peut-être ici maintenant va disparaître, on ne sait pas. Tout est. Donc, il faut être capable d'être dans le changement, adaptable, souple. Et c'est ça qu'on n'a pas souvent. Tout changer. Donc après, on se dit, ouais, j'ai changé, j'ai perdu ma boutique, etc. Et non, c'est aussi un moyen de passer à autre chose. Parce que dans l'intangible, il y a une loi qui est le non-changement. Le Bouddha disait comme moi, et comme beaucoup d'autres, la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Ça, c'est sûr. Donc il y a bien une loi qui est le non-changement. Ça ne change pas. Donc il y a des lois, si tu veux, dans l'intangible qui sont complètement différentes et à l'opposé. Ce qui veut dire que dans le monde tangible, tu as des effets, tu as des causes qui deviennent des effets, ces effets deviennent des causes d'autres effets, etc., etc. C'est tout le temps, tu vois. Par contre, dans l'intangible, c'est pas comme ça. Là, tu es acausal. C'est le sans-cause absolu. Tu vois un peu? Mais quand tu as des réponses de l'ego, les réponses, il répond de façon conditionnée. Et quand l'ego laisse la place, si tu veux, à l'ouverture vers l'intangible, alors là, les réponses spontanées apparaissent. C'est pour ça que, par exemple, on sait que des femmes qui avaient un enfant dans la rue, et la bagnole est plus ou moins passée au-dessus du berceau, et ils sont arrivés à soulever, alors qu'ils n'ont jamais fait ni karaté, ni sport, ni bodybuilding, tout ce que tu veux. Ils sont arrivés. Donc on voit bien qu'il y avait une énergie physique, il y a une énergie physique incroyable. Mais la réponse, là, était spontanée. Si elle avait réfléchi, elle aurait dit non, je ne peux pas. Logique. C'est clair. Donc tu as des réponses de l'intangible physique, spontanées, et tu as des réponses aussi mentales, de l'intellect. Tu vois? Tandis que et donc physiquement, elle a répondu avec la spontanéité, de la même manière, et c'est là où je veux en venir, c'est que, si tu es Rimbaud, etc., ton écriture ne va plus être de l'ordre simplement de l'ego rationnel. Elle va venir spontanément de l'intangible aussi. Et ça, c'est les vrais actes créateurs. Et pour ça, il faut accepter de ne pas vouloir contrôler quoi que ce soit, de laisser être ce qui surgit spontanément. Et c'est là où ce n'est pas forcément évident, parce qu'il y a toujours cette notion de se croire. Comme tu le disais au tout début, je me croyais acteur, on se croit, on se veut quelque chose ou quelqu'un, on pense qu'on va aller dans une direction.
Et cependant, c'est pas ce qui arrive. Et en même temps, avec le recul, tu nous le dis, bah, finalement, tout ce qui est arrivé, je l'ai voulu. C'est au fond de Je l'ai moi. voulu et il avait certainement des raisons d'être. Moi, j'étais acteur, mais comme je dis toujours, eh, tout jeune homme, disons, entre 20 et 25 ans, devrait suivre des cours de théâtre. C'est très important. Ouais. C'est très important pour la vie, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc on voit bien que si je suis passé par là, c'est qu'il y avait des raisons pour comprendre certaines choses. Voilà. Et c'est là où je voulais en venir. Et ce que tu mentionnes dans Vita Vie, c'est que au final, tout ce que tu as pu vivre, expérimenter, euh, était nécessaire alors que tu t'es cherché. Dire, Bien où sûr. est ma place? Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Voilà, Et de voir, ce qui n'est pas forcément évident, bon nombre de sujets, de rencontres, de projets bien sûr. qui ont périclité. On disait, mais j'arrive à rien faire. Oui, Et aujourd'hui, bon, tu es éditeur, ça marche. oui, enfin, ça tourne. Ça tourne. Un grand mot. Oui, parce que je n'ai pas fait de best-seller, hein, il faut être très clair à notre époque. Il faut dire que ce dont tu traites, Oui, tu voilà, en parles, hein, plus. comme tu disais, hein, ceux qui se réveillent. Hein, Non, non, ça c'est clair, mais bon, on voit bien qu'il y a les Paolo Coelho et tout ça, bon, mais c'est autre chose, oui. Mais voilà, bon, ou Dan Brown, on ne sait pas quoi. Enfin bon, je n'ai pas eu l'occasion, en tous les cas, de ça. en tout cas, d'avoir cette notion avec le recul que tu as, de dire que tous ces échecs en apparence Ce t'ont sont, été utiles à te évidemment, construire. Et ce que tu dis dans le livre, hein, quand aujourd'hui je rencontre un acteur et que j'ai l'occasion de parler avec lui, bah, il voit que j'ai des notions, évidemment, voilà, ou de évidemment, même que dans n'importe quel domaine, au final, le fait d'avoir touché à tout te permet d'être ce caméléon dont tu parles. tout à fait. Mais voilà, c'est pour ça que je dis que tout le monde devrait suivre un cours de théâtre. Ça devrait faire partie, comme le sport ou je ne sais pas quoi, du processus d'un enfant, quoi. Mais oui, c'est ça, de tout. Sur le coup, on le prend mal, évidemment. On prend mal. Les échecs, on les prend très mal, etc. Mais avec le temps, Ouais, on voit que c'était des opportunités de modifier, d'aller là où il fallait aller, etc. Donc c'est pas si évident. Moi, il y a un mot que je n'aimais pas trop, c'était, on me disait que j'étais opportuniste quand j'étais jeune. Alors je me disais, c'est bon, c'est négatif cette histoire-là. Mais maintenant, c'est formidable. Il faut être absolument opportuniste, opportun. Il faut être là où il faut. C'est très important. Parce que pour beaucoup de gens, c'est négatif. tout à fait, ouais. Mais non, mais non. Tu fais mention dans la dernière partie de Vita Vie de certains éléments. Tu parles des pyramides d'Égypte, tu Ouais. parles du livre des morts tibétains, Ah oui, voire oui. le livre des anciens Égyptiens, ou voir le Popol Vuh des Mayas. Oui, oui, Et oui. tu penses, alors je sais pas je sais pas justement si tu es inspiré en disant ça ou pas, ou sur quelle base tu te positionnes pour exprimer ça, que finalement les pyramides, traduits dans le livre des anciens Égyptiens ou le livre des morts tibétains, ou encore une fois, je le répète, le Popol Vuh des Mayas, ne sont pas ce que nous interprétons, ne sont pas ce que nous pensons qu'ils sont. Donc, tu émets Oui, des hypothèses. Tu nous en fais part? tout à fait. Mais je dis bien que même chez les Tibétains, donc, puisque je parle des Tibétains, il y a effectivement ce qu'ils appellent le passage. Je ne me souviens plus exactement le terme. Mais ils se mettent, c'est une cérémonie pour faire le passage vers. Alors on croit que c'est juste pour pouvoir mourir bien ou je sais pas quoi. Non, ça peut être un passage vers un autre univers. Attention. Et après, je parle du Christ, je crois, à la fin. Et le Christ, sommes-nous sûrs qu'il vient de notre univers? Bon, moi je ne l'ai pas rencontré, je ne peux pas dire. Mais peut-être que c'est un homme d'un autre univers et qui repart dans son univers. De même pour chez les Hébreux, les Elohim. Donc on retrouve ça dans le Popol Vuh, effectivement, chez les Tibétains. Et donc il est fort possible, comme me disait cette personne que j'avais rencontrée à Gizeh,
Euh, les pyramides sont bien plus anciennes qu'on ne croit. Donc ça veut dire que la science aussi avait été perdue. C'était peut-être pas juste une cave pour embaumer le pharaon et basta, quoi. Non, attends, mettre des tas de pierres comme ça, juste pour faire un petit cimetière, ça me paraît beaucoup quand même. Donc tu décris ça comme étant peut-être justement des outils, des ingénieries qui Mais bien permettaient sûr, je de crois. communiquer avec d'autres univers, d'autres mondes. Et oui, et qu'il y avait une science, certainement, bon, je n'étais pas là, comme en Mésopotamie, hein, une science qui était extrêmement développée. Il peut y avoir d'autres civilisations qui étaient avant très développées. Donc en Mésopotamie, par exemple, nous s'aperçoit, bon, techniquement, avant, un ordinateur, je vais te dire, ça prenait un immeuble entier. D'accord. Petit à petit, ça a pris une pièce. Petit à petit, je veux dire, tu as ton Téléphone mobile portable, ouais. qui est un ordinateur. Et alors, jusqu'où on va aller, c'est ça qui est intéressant. C'est que ces gens-là, qui étaient bon, les pyramides, les Égyptiens, tout ce qu'on veut, ils n'avaient plus d'instruments d'une certaine manière. Comment faisaient-ils? Il est fort possible que ça va tellement se rapetisser Tu parles du téléphone portable, oui. qu'un jour, ça devient virtuel. Ça deviendra virtuel. Tu appuies virtuellement, l'écran apparaît, ceci et cela. Jusqu'au jour où peut-être c'est nous-mêmes qui serons capables de le faire. Et peut-être était-il arrivé là, je ne sais pas. Mais tu vois, et en fait, nous sommes repartis à zéro pour faire les techniques, les gros machins trucs. Et puis petit à petit, on dépasse le temps, l'espace très rapide. Tu as vu, tout devient temps La notion rapide. du temps, ouais, tout à fait. Ouais. Et oui. Et donc, les choses ça me nuise, et puis à un moment donné, on ne sait pas, voilà, et peut-être. Et bon, et tu vois, c'est comme me disait Michio Kaku, je sais pas si tu le connais, c'est un... non, on peut pas tout connaître, mon ami. Heureusement. C'est un Japonais, donc, qui vit aux États-Unis, qui est un professeur d'université, etc. Et bon, j'avais commencé à lire un peu son bouquin, mais il dit, mais tout est possible. C'est-à-dire qu'on est loin d'avoir tout découvert dans la science, etc. Il est possible qu'à un moment donné, au lieu de faire un ascenseur, tu descends par ton balcon, comme ça. Besoin d'ascenseur. Et donc tout ça sera lettre morte. Les ascenseurs, il va falloir les détruire, les encombrants. Il est possible une évolution incroyable. Et pourtant, c'est un scientifique universitaire. Et oui, Tu je ne sais pas si mentionnes, je réponds un peu à oui, ta tout à fait, ouais. question. Tu mentionnes le Jésus-Christ dans cette histoire. Oui, oui, c'est ça. Et donc, potentiellement, oui, qu'est-ce qui nous prouve que Jésus-Christ était bien humain? Pourquoi ne viendrait-il pas d'une autre dimension, d'un Voilà, univers parallèle c'est ce qu'on ou... appelle, même chez les Tibétains, là, on appelle ça les géants. Moi, j'ai travaillé avec certains Tibétains, et quand ils nous parlaient de son Dzogchen, c'est le Dzogchen, la voix du Dzogchen, ils disaient, c'est pas humain. Ce sont des géants qui sont venus nous donner des bribes d'enseignement. Hein. Et c'est quelqu'un que j'ai bien connu et qui vit toujours d'ailleurs, un des maîtres tibétains. Je ne vois pas pourquoi il dirait ça comme ça. Mais oui, je pense, et les Elohim, pareil, oui, je ne sais pas. Je ne veux pas extrapoler, mais Hmm. et le Christ, bon, ce qui est extraordinaire dans l'histoire du Christ, c'est que effectivement, il est crucifié, mais enfin, moi, bon, encore une fois, je n'étais pas là pour voir, mais 3 jours après, il est resplendissant, comme si de rien n'était. Attends. Et 12 années dans le désert. Et 12 années dans le désert. Où était-il? Chaldéen, machin, Ouais. truc, on ne sait pas. Donc voilà, mais donc c'est impressionnant. Impressionnant. Le mec, il se fait mettre sur la croix. Enfin, l'histoire que j'ai lue, enfin, c'était volontaire, c'est clair que s'il avait voulu un mec comme ça, mais seulement il n'y avait pas de problème. 3 jours après, bonjour monsieur, dame. Donc je pense qu'on est loin de toutes les... C'est ça que ça veut dire aussi, c'est de toutes les possibilités humaines. On est très loin, on est très primitif encore, hein, faut être bien clair. Et après, alors je ne rentrerai pas dans les univers extraterrestres, tout, ou bien l'univers parallèle aussi, ça c'est possible. Voilà. Comme dans le rencontre du troisième type, si tu veux. Hein.
dont le scénariste était Jacques Vallée, qui est un scientifique français, bien sûr, joué par Truffaut, mais lui, il était pour les univers parallèles. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si tu vois, c'est par hasard, moi je l'ai jamais vu, mais une soucoupe volante, puis tu la vois, et puis elle disparaît parce qu'elle est rentrée dans un autre univers fractal, si tu veux. Donc tout ça est possible. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas de preuve de rien. Et puis je me braque pas là-dessus, parce que sinon, j'ai vu que certains ufologues, tout ça, ils deviennent un peu spéciaux quand même, tu vois. Alors là, c'est pas ça. Non, ça m'intéresse pas, mais je dis que tout est possible. J'ouvre le standard au cas où. Le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Bientôt la fin. Tu abordes le mystère du jeu. Le mystère du jeu. D'où viennent les pensées? D'où viennent les pensées? Ouais, je te pose la question. Ouais, je réfléchis. Les pensées, la pensée d'abord, la pensée, je pense que la pensée est fabriquée par l'esprit. Faut pas confondre pensée et esprit. Fabriquée par l'esprit. Alors après, ça dépend de quelle pensée tu me parles. Si c'est les véritables pensées qui sont créatives ou tout ça, ou c'est juste un monde de pensées, on pense tout le temps, c'est des dialogues intérieurs, etc. de pensées. C'est pas du tout les mêmes. Là, c'est le mental qui est en jeu. Là, ça tourbillonne. Oui, parce qu'effectivement, s'il s'agit dans des exercices de méditation, de, entre guillemets, faire le vide, fait est de constater que sans que Mais je le non. souhaite, sans que je le veuille, des pensées arrivent et surgissent dans mon esprit. Plus tu voudras faire le vide, effectivement, plus les pensées vont arriver. Mais ça, ce sont des pensées de rats, si tu veux. Ce sont tous les rats qui sont dans notre tête, quoi. Soit qu'on a eu dans la journée, soit que ceci, soit... Et tout revient comme ça. Mais c'est pas la véritable pensée, il faut être très clair. Alors la véritable pensée, ça serait quoi? C'est La consciemment de véritable choisir, pensée, c'est un acte créateur. choisir. Oui. C'est-à-dire, c'est conscient. Donc en attendant de pouvoir en arriver là, de constater que s'il y a des pensées qui arrivent dans mon esprit sans que je le désire ou que je le souhaite, Ça n'a rien. de les évacuer, de les regarder comme un nuage, s'évacuer. Exactement, oui. Il faut juste observer, mais sans toucher à rien, puis ça disparaît plus ou moins par lui-même. Mais surtout, pas se battre avec. Pas du tout. Qu'est-ce que... Penser, c'est créer, c'est clair. Et là, dans ce type-là de dialogue et de monologue, je ne sais pas, c'est vraiment une discussion à ne pas finir qui ne mène à rien. À rien. Mais il ne faut pas chercher à les éliminer, soit elles s'arrêtent d'eux-mêmes, voilà. Juste en avoir conscience. Oui, je veux avoir conscience et ne pas y prêter attention. L'éveil est simple. Il suffit de le vivre, disait le sage. Ben, évidemment. Mais comment s'y prendre? Et qu'est-ce que l'éveil? Comment cela se traduit-il? La grande révélation lorsqu'on arrive à ce stade, c'est le fait de constater que l'on a toujours été éveillé. C'est un phénomène curieux, absolument absurde. Comment l'approche de cette évidence se fait-elle? Quel est le phénomène qui nous y conduit? Le plus radical, c'est celui qui nous fait percevoir que nous ne sommes plus séparés. Notre limitation physique en est bousculée. Notre corps ne s'arrête plus à notre peau, il n'y a plus le corps et le monde. La barrière est abolie. Notre corps, si corps il y a, devient le monde. La séparation n'existe plus. L'idée de séparation est maintenue uniquement pour le côté pratique de notre fonctionnement. Le jeu, quoi. Pour le Oui, jeu. mais c'est ça. Mais si tu veux un peu, c'est comme bon, dans la physique quantique, si tu veux, d'une certaine manière. Je suis pas, je suis pas un expert de la physique quantique, mais enfin, Max Planck, tous ces gens-là. Et on s'aperçoit que, évidemment, l'onde-particule, c'est pas évident. Il y a l'onde, il y a la particule, enfin. Et donc l'atome n'a plus cette consistance, évidemment, comme au 19e siècle, etc. etc. Donc, dont le monde est complètement chamboulé, quoi. Alors, ta question, c'était quoi déjà? Concernant l'éveil, Oui, et sur le fait que nous sommes déjà éveillés. ah, voilà, Donc c'est ça. de l'illusion qui nous fait chercher quelque chose qui est déjà là. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut en prendre conscience. Eh,
Et c'est ça tout le travail terrible. Donc l'éveil, c'est l'absence de quelque chose. Ce n'est pas quelque chose en plus, si on peut appeler ça quelque chose. Ah non, c'est pas quelque chose en plus, mais c'est quelque chose qui était là de tout temps, certainement, mais que, voilà, on n'arrive pas. Nous sommes des êtres, comme on disait, on cherche l'extraordinaire, etc. Mais en réalité, tout est là, à nous de voir, encore une fois. Lorsque bon, t'as un fils, t'as un enfant, 28 ans, euh, comment est-ce qu'il perçoit son père, l'éditeur, le baroudeur, tous les livres que tu es amené à publier, comment il voit ça, lui, son Moi, je lui regard? pose pas de questions, Non, mais il t'en fait part, peut-être. Il non te, plus. il te Non demande pas, plus. tiens, ce bouquin-là, Non, non plus. Et si ça l'intéresse un bouquin, il le prend ou il le prend pas. Mais après, il me dit pas comment il me voit. Il me voit comme son père. Basta. Après, il voit bien que je fais l'édition, moi, c'est très bien. Mais si lui, ça l'intéresse, ça l'intéresse. Ça l'intéresse pas, ça l'intéresse pas. Et puis moi, je lui demande pas de s'intéresser. il s'intéresse. Enfin, il n'est pas dans. Enfin, j'imagine que vous avez des discussions. Oui, mais enfin, il est dans le 3D, lui, si tu veux. Donc, il est dans autre chose. C'est complètement différent. Lui, il est dans un monde totalement moderne. Donc, il est plutôt vers le cinéma, côté cinéma, des 3D, Cameron et compagnie. Tu vois. Avatar. Bon, moi, c'est sûr que c'est pas ma tasse de thé. Je suis encore resté à la nouvelle vague, tu vois. Du cinéma, tu connais. La nouvelle vague. Le cinéma le français, c'était la nouvelle vague. Godard, Ah oui, d'accord, oui, Chabrol. effectivement, là, oui, la nouvelle vague, oui. Eh oui. Je comprends. Toi, Excuse-moi. tu confonds avec Richard Anthony, non? Non, même pas. Richard Anthony, même pas. Avant qu'on se quitte, Charles, s'il y a un élément qui pour toi est important, Ouais. que tu souhaiterais donner aux auditeurs pour justement peut-être les amener à prendre conscience qu'ils sont de ce qui est essentiel. Tu souhaitais lire un passage justement ouais, tout à l'heure. Ouais, alors je sais pas si ça va répondre à ta question, Mais mais on écoute, s'en fout. il n'y a pas de voilà, De toute façon, pas de hasard. C'est ce que j'avais dit en plus à la fin de l'émission. Donc, c'est le gars du bouquin, hein, voilà. rappelle le titre et il va bientôt sortir. Ouais, je sais pas si on voit, mais Faut que je le montre. Ouais, mais Le secret de l'éveil, voilà, transmis. Punja, voilà. C'est bon? c'est bon. À la lecture. Ok. Bon, je vais peut-être pas lire tout le chapitre, parce que sinon on n'en sort pas. Alors il dit, parmi les 6 milliards d'humains sur la Terre, à l'époque c'était 6 milliards, maintenant, bon. Combien désirent la liberté? Pas même un seul pays, peut-être, sur cette planète ne pourra engendrer une seule personne illuminée. Ah, c'est du sévère, hein. Pour rencontrer un être illuminé, il nous faut retourner dans 1535 ans en arrière et découvrir ce prince qui s'illumina. Aujourd'hui encore, nous vénérons son nom. Entouré de sa femme, la reine, et de son fils, il s'éveilla subitement. Il possédait des palais, des éléphants, des chevaux, des trésors, des armées, une cour. Ce jeune homme n'avait jamais côtoyé la souffrance. Dieu, d'où ce désir je veux être libre, a-t-il surgi? Il s'éveilla à minuit. Il reconnut la beauté de sa femme, d'une part, et de l'autre celle de son fils, et s'éveilla dans l'entre-deux. Quand vous entendez ceci, ne vous excluez pas. Vous êtes vous-même Bouddha. Il était humain, vous êtes humain. Il avait peut-être plus de responsabilités que vous. Ses engagements étaient immenses, bien plus grands que les vôtres. Cependant, ce désir de liberté monta en lui. Et maintenant encore, il nous montre la lumière. Il n'est pas mort. Nous nous en souvenons chaque jour. Il vit dans le cœur de chacun. Qui ne connaît pas Bouddha? Son nom scintille dans chaque pays.
Vous êtes vous-même, Bouddha. Ne vous mésestimez pas. Vous êtes porteur de la même lumière, de la même sagesse, de la même conscience. Si vous retardez ce moment, votre souffrance continuera jusqu'à la prochaine naissance, et ainsi de suite. Si vous avez des désirs non comblés, vous renaîtrez encore, mais si vous arrêtez ce cycle, vous réalisez tous vos désirs en un seul instant. Si aucun désir ne subsiste, comment pouvez-vous renaître? Je continue. La seule façon de s'en sortir, c'est de réaliser tous les désirs en un instant. Vous avez essayé de plusieurs manières, vous satisfaites un désir, peut-être une faute, mais un autre surgit. En fait, c'est satisfaisait un désir et un autre surgit. Vous le comblez déjà, un autre émerge. Questionnez les rois, les dirigeants de ce monde. Et vous constaterez qu'ils sont remplis de désirs et de peur. Questionnez l'homme d'affaires. Lui aussi est plein de désirs, et particulièrement celui d'avoir toujours plus d'argent. L'ouvrier, le prêtre, le soldat, tout le monde a des désirs insatisfaits. Le plus simple, c'est de les brûler. Vous avez besoin d'un grand brasier pour brûler tous les désirs accumulés au fond de votre mémoire. Mais ils seront foudroyés instantanément par le seul désir de l'illumination. Dans l'illumination, tous les désirs deviennent cendres. Vous n'avez plus besoin de renaître. Sinon, vous continuez d'errer de place en place, de ventre en ventre. Cela ne prend pas de temps. N'ayez que ce désir unique, et tout ira bien, parce que ce désir-là ne peut se poser sur quelque chose que ce soit. Désirer des objets, vouloir ce que vous n'avez pas, est un processus interminable dans le temps. Mais ce désir, le désir de connaître le soi véritable, est intemporel. Ce désir sera comblé instantanément, car l'objet du désir est le sujet. Le sujet lui-même aspire à retourner au sujet. La conscience d'elle-même désire retourner à la conscience. Combien de temps vous faut-il pour revenir chez vous, si vous y êtes déjà? C'est une petite partie, hein, c'est pas... mais non, c'est formidable. Enfin, moi, personnellement. Je sais pas, voilà. Ça sera un bon mot de la fin. Ben, ça va. Ouais, super, et toi? Alors, la fin était bien. La fin était bien. Charles, un grand merci pour avoir Merci, mon accepté ami. mon invitation. Et c'est vrai que je t'ai emmené un peu au-delà de tes limites, mais tu as assuré comme un chef. Je suis hors limite. Bon, on est reparti pour 1 heure alors. Oui, non, c'est bon. Moi, je veux bien, mais bon. Non. Non, mais c'est-à-dire que ce sont des domaines, tout ça, qui n'ont pas de limite, effectivement. On peut passer des nuits sur des tas de sujets qu'on n'a pas abordés, d'ailleurs. Tu vois, là, on a parlé un peu vaguement des univers parallèles, tu vois, un peu. Alors, si on rentre là-dedans, entre autres, enfin, beaucoup de choses. Encore, hein, faut tirer les verres du nez. Hein. Tu te livres pas comme ça non plus. Hein. Enfin, je trouve. Oui, non, mais c'est pas tellement ça aussi. Je sais que j'ai peut-être pas l'habitude des radios, tu vois, tout ça. Ben, je sais pas. Aussi, ouais, parler de toi. Oui, si, il y a certaines choses, mais bon. Enfin, voilà, bref. Ouais. Merci de ta présence. Merci, mon ami. Et puis, à une prochaine. Voilà, la suite de le programme sur Ici Maintenant 95.2, eh bien, ça va être l'occasion de passer une rediffusion qui vous emmènera jusqu'à 6h avec l'heure anglaise, avec Eckhart Tolle, 6h, 7h.
à partir de 7h sur ici-maintenant.com pour nous écouter, nous regarder, et retour sur la bande FM à partir de 14h avec William et Olivier pour tout ce qui a trait à l'informatique. Je vous souhaite une bonne fin de nuit à notre écoute et vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau magazine énergie positive. Bonne fin de nuit, au revoir.